Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication et vous êtes également cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez publié Anthologie de la com. Bonjour à vous. Bonjour aux Valérie. éditions Bréal Studirama. Alexandre Malafaille, bonjour. Président du think tank Sinopia. Alexandra Spiner, vous êtes enseignante. Vous êtes également élue au conseil régional d'Île-de-France. C'est ça? Non, il ne faut pas le dire, pardon. Régis de Castelnau, vous êtes avocat. Bonjour à tous. Votre blog, c'est Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Bonjour Régis. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Législatives, Macron tire à droite, à gauche. Il tape sur tout le monde. Ce matin, on a entendu évoquer la possibilité de l'article 16 en cas d'impossibilité de gouverner. Cet article 16 prévoit les pleins pouvoirs au président de la République. C'est une des questions qu'on va se poser avec le risque de cette Assemblée nationale ingouvernable. On va parler du RN, déraisonnable et financièrement dans son rapport à la politique. Et puis un programme totalement immigrationniste en ce qui concerne la gauche. Bref, beaucoup de sujets avec vous encore en lien avec ces prochaines élections. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Allez, on espère que oui, vous faites tous un petit pas de côté. Alexandra, c'est un coup de cœur? Oui, un vrai coup de cœur pour la couverture du Vogue allemand. Ouais. Qui met à la une survivante de la Shoah, Margot Friedländer, qui est âgée de 102 ans et qui a survécu à l'Holocauste. Alors, je trouve plutôt bien que les grandes consciences de la mode prennent les choses en main et puis lancent un message fort et positif d'une femme tout à fait extraordinaire qui a dédié sa vie à porter un message d'espérance et à porter un message de lutte contre l'oubli. Alors, ce numéro est placé sous le signe de l'amour, puisque c'est une femme qu'on décrit comme étant quelqu'un d'extraordinairement positive. Ouais. Elle a survécu à la trahison, à la perte, à la cruauté du nazisme. Et j'ai trouvé que dans la fosse à purin dans laquelle nous évoluons depuis quelques jours, je trouve que c'est un joli coup de cœur parce que il faut quand même savoir que le 7 octobre a marqué un tournant tragique dans l'explosion de l'antisémitisme en Allemagne aussi. À Berlin, partout dans le monde, mais à Berlin, mais en Allemagne, on avait quand même encore notre dernier rempart. Absolument. Qui était plus jamais ça, qui s'est écroulé en une fraction de seconde à Berlin, dans le quartier de Neukölln, qui est un quartier à forte population arabe et turque. Le lendemain du 7 octobre, on distribuait des friandises pour se réjouir des horreurs des pogroms. Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre est un slogan qu'on entend maintenant très régulièrement dans les manifestations à Berlin. Voilà, maison marquée de l'étoile de David, synagogue attaquée. On peut dire vraiment que l'attaque du Hamas a été un tournant pour la communauté juive allemande, et je trouve que mondiale, mais je trouve que particulièrement en Allemagne, où il y avait encore cette espèce de cette résistance morale qui était plus jamais ça. Et là, on voit que tous les tabous sont tombés partout dans le monde. Et je trouve que cette une du Vogue allemand, si on sait maintenant que le diable s'habille en kéfier, je trouve plutôt bien que la une du Vogue allemand mette en lumière cette femme tout à fait exceptionnelle, une survivante de 102 ans. C'est très belle photo, inouï, inédit dans le monde de la mode et de Vogue, qui est qui a parfois des articles de fond un peu comme Playboy, mais qui est quand même plus sur qui est plus sur la futilité. Et la photo est magnifique en plus. C'est d'autant plus utile en Allemagne qu'en fait on se rend compte quand on regarde l'état de l'opinion et en particulier celui de la jeunesse qu'en fait le souvenir transmis de ce qui s'est passé entre 39 et
et 45 avec la Shoah est pas aussi présent que ça, qu'il y a une perte effectivement, pour pas dire un effacement, et que quand on interroge les jeunes, effectivement, quand on voit effectivement leur rapport à l'histoire, cette période-là finalement il l'a pas relativise, mais il l'efface un peu. Et donc c'est bien de réinsister que voilà, tout ça ne s'est pas passé comme ça. Non, ça s'est vraiment passé. C'est extrêmement stratégiquement important. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la nouvelle génération ne se sent plus du tout comptable ou responsable de l'Holocauste. C'est-à-dire que pour eux, c'est un chapitre clos qu'on doit à l'ancienne génération, et on doit et qui ne les exonère de rien. Avec la formule simple, j'étais pas né, donc je suis pas concerné. Exactement. Ouais, ça c'est sûr. Régis, un mot? Alors, moi, j'étais pas né, mais je suis complètement concerné. Ce que vous venez de dire, alors, il y a un élément avec lequel je suis en désaccord, et un autre avec lequel je suis complètement en accord. Ce que montrait le film de Lanzmann, Shoah, d'assez terrible, c'est que, effectivement, les témoins allaient disparaître. C'est-à-dire, ce qu'on sait de l'Holocauste, du caractère terrifiant, et c'est quelque chose, moi, c'est le rapport à l'Holocauste, c'est quelque chose qui a marqué ma vie. J'avais lu le livre La mort est mon métier de Robert Merle, et donc c'est quelque chose de très fort. Et c'est vrai que cette mémoire, avec la disparition des témoins, cette mémoire tend à s'atténuer. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alors sur l'Allemagne, je veux bien qu'on nous la donne en exemple, etc. Enfin, je signale quand même que elle soutient bec et ongle et mordicus un régime ukrainien qui a fait de Bandera le héros de la nation ukrainienne aujourd'hui. Or, Bandera et ses troupes étaient ceux qui venaient amener les Juifs au Ravan Babiyar, et qui étaient les auxiliaires de ces massacres. Et ça, je trouve que il faut bien regarder toutes les choses en face. Quant à l'antisémitisme, malheureusement, l'antisémitisme lié à l'immigration, ça, c'est une réalité qui nous saute à la figure. Je veux dire, ceux qui ont favorisé cette immigration auraient peut-être dû y réfléchir. Oui, sauf qu'aujourd'hui, l'immigration, on parle de gens de la 3e génération. Ces gamins, je vais les appeler ces délinquants qui ont violé cette petite fille à Courbevoie, on va en reparler, sont des enfants nés en France, donc c'est pas une immigration récente. Valérie, ils sont nés en France, d'accord, je veux bien, mais assimilation, il y en a plus, intégration, il y en a même plus. Je veux dire, on superpose des couches comme ça. Il y a aucun travail. Et puis ce travail ne peut pas être fait. Je suis désolé, je vais me traiter d'horribles nazis. Ils sont trop nombreux. Régis, je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit à propos du soutien de l'Allemagne à l'Ukraine à cause de Bandera. Donc vous pensez que, en fait, les Allemands ne sont pas qualifiés pour soutenir l'Ukraine aujourd'hui, compte tenu du fait que l'Ukraine a aussi une histoire avec la Shoah et l'antisémitisme et l'extermination des Juifs. J'ai pas du tout compris ce que vous avez dit. Puis on s'est très éloigné de la couverture de Vogue. C'était pas très clair. Moi, je voulais un coup de cœur. Attendez, c'est très clair. On présente l'Ukraine comme un parangon de démocratie, comme quelque chose qu'il faut défendre. Et je suis désolé, Babillard, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. 30 000 personnes massacrées. Rappelez-vous ce que disait Simone Veil. Donc on fait quoi? Donc on arrête de soutenir l'Ukraine, c'est ça? Je pense que l'Allemagne ferait bien d'être modeste. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, petit souci de connexion avec Jean-Paul Delperrier, mais ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver très bientôt. Nous allons débattre et commenter l'actualité avec Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez publié l'anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. Alexandra Spiner, enseignante, et Régis de Castelnau, avocat. Votre blog Vue du droit, votre dernier livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. On va revenir sur ce qui fait l'actualité de cette campagne électorale avec Emmanuel Macron qui, contrairement à ce qu'on se répète plusieurs fois par jour au Premier ministre, je ne sais pas s'il est toujours Premier ministre d'ailleurs, Gabriel Attal, qu'Emmanuel Macron se taise, on ne veut pas l'entendre, et bien lui il parle, il attaque, il tire à droite, à gauche. On va y revenir, on va parler des législatives avec le risque d'une assemblée nationale
mal ingouvernable, et puis du viol et des violences antisémites, donc confirmées sur une fillette de 12 ans à Courbevoie. On y revient dans un instant. On va continuer notre tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Vous me permettrez juste un coup de gueule sur ces journalistes, et ces politiques qui disent insulter d'eux. Elle a été insultée d'eux, Pétasse. Elle a été insultée d'eux. C'est pas un verbe insulter d'eux. Il a été insulté. On l'a traité d'eux. Mais insulter d'eux, vous êtes d'accord? Vous qui êtes de toute façon, diplômé de littérature française, insulter d'eux, ça me rend dingue. La langue française, je crois, est la grande victime de toute cette campagne. De l'époque. On a atteint des sommets. Ouais. Mais on ne dit pas insulter d'eux. Ah si, madame, on dit insulter d'eux. Si on le dit comme ça, ça passe. Non, c'est traiter d'eux ou il m'a insulté. C'est un verbe pour lequel on ne dit pas d'eux derrière. Vous êtes ringarde, Valérie, c'est tout. Donc il ne l'a pas insulté d'eux. Non, Valérie a entièrement raison. Non, mais on est tous d'accord. On va pas refaire un débat, Régis. Les concordances de temps m'arrachent plus les yeux. Mais une langue, ça évolue. On a annoncé hier la mort de Chomsky. Non. Si, on parle pas le français comme il y a 100 ans. Je suis désolé, c'est comme ça. Ouais, on peut le regretter. Mais cette formule-là est horrible. Ouais, horrible. Et Gilles Gansvan vient de m'insulter de Madame Becherel. Il vient de me traiter de Madame Becherel. Et oui, j'assume, je suis Madame Becherel. C'est beaucoup d'honneur. C'est un beau compliment. Allez, on continue le tour de table. Alors Régis, allez-y, c'est un coup de gueule rigolard. Oui, alors j'ai une petite proposition à faire. Il faudrait qu'il y ait le coup de gueule, le coup de cœur et puis le coup de joie mauvaise. Et là, je vais faire un coup de joie mauvaise. Ça ne nous étonne pas. Emmanuel Régis. Macron n'y a pas réfléchi. Il avait fait de ces jeux un moment important politique pour lui. Et puis il y a eu la dissolution avec ces délais extraordinairement courts. C'est-à-dire qu'il c'est conforme à la Constitution, mais il a pris le délai le plus court. Enfin, c'est le foutoir que nous connaissons, pour rester poli. Ouais. Et personne n'a pensé à une chose, c'est que l'Assemblée nationale devait arrêter ses travaux le 11 juillet pour cause de Jeux Olympiques, ce qui était logique, ce qui était normal. Le problème, et vous posez la question, est-ce qu'il est toujours Premier ministre Attal? Oui, jusqu'au surlendemain du deuxième tour, où là, il présentera sa démission. Ouais. Et donc, l'Assemblée nationale devra immédiatement siéger, se réunir, constituer des groupes, élire son président, et on sera en plein dans le début des Jeux, le 18, préparation de la cérémonie d'ouverture, etc. Et qu'allons-nous faire avec les parlementaires et les QR codes, y compris s'il y a des parlementaires, fichier S, il paraît qu'il y a des candidats qui sont élus. Je veux dire, tout ça a un côté assez incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est un bazar. Cette décision sur le principe de laquelle je suis pas en désaccord, il fallait demander au peuple son arbitrage. Moi, j'ai connu celle de 68, quand De Gaulle est revenu de Baden-Baden et a dissous l'Assemblée. Il a eu la clarification, il l'a eu. Eh bien, ça tombe au pire des moments. Responsabilité de Macron, et on va se retrouver avec une situation. Il y a en ce moment la flamme olympique, paraît-il, parcourt la France. Plus personne ne s'y intéresse, on n'entend plus rien. Alors qu'elle était sous l'eau hier. On va avoir l'arrivée peut-être d'un nouveau gouvernement, peut-être d'une majorité différente, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, en plein dans l'application du QR code. C'est pas le seul problème. QR code, c'est le symbole de l'ouverture des Jeux Olympiques. Eh bien, écoutez, on va devant des journées compliquées. Alors, un auditeur me dit effectivement, Arnaud, un des candidats, dirigeant de Jeune Garde, un groupe antifasciste proche de NPA, et LFI, il est fiché S 3 fois. Il a trois fiches S. Non, mais on en est presque assez étonné que Dieudonné et Francis Lalanne n'aient pas été investis par le Front Populaire. Il ne manque plus que ça. On est atteint à tel degré d'ignominie que allons-y. La question du fichier S, toutes ces mises en cause ce candidat, il a ceci ou cela, etc. Bon, ou sa candidature est recevable ou elle ne l'est pas, mais après l'attribution du QR code qui permet de se déplacer est aussi fonction de ces fichages. Bien sûr. Qui sont plus ou moins légaux d'ailleurs. Donc c'est ça que je soulève, qui montre bien l'impréparation totale dans laquelle, que ce soit pour les Jeux ou que ce soit pour les élections. Évidemment. On continue, Alexandre, c'est un coup de cœur. Oui, un petit coup de cœur, un pas de côté aussi pour faire un petit cocorico sur les entrepreneurs et les créateurs français. Il y a quelque temps déjà,
là, Bercy a décidé d'arrêter de flécher les livrets A et les fonds du livret A vers l'industrie de la défense. Or, en France, c'est important l'industrie de défense. C'est pas uniquement pour construire des armes mortelles, mais aussi pour toute la technologie, la créativité. Il y a un foisonnement de start-up extraordinaires avec des applications qui vont bien au-delà, souvent d'ailleurs, des secteurs de la défense ou de la sécurité. Et c'est un secteur qui manque cruellement d'argent. On a du mal à le financer. Et donc là, vous avez deux investisseurs intelligents qui ont décidé de monter une plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif, justement pour lever des fonds dans une approche totalement classique par rapport au financement participatif, pour collecter des fonds et financer effectivement les PME, les start-up, les petites boîtes qui se créent avec souvent des petits génies, des types qui font des trucs très malins, et leur donner une chance effectivement de se développer, de trouver en France et non pas à l'étranger, parce que c'est souvent ce qui se passe, les moyens de se développer avec des tickets qui iront de 150 000 à 5 millions d'euros. Eh ben bravo, je dis c'est bien une fois de temps en temps qu'on soit capable de prendre la main sur ces sujets et puis de remplacer ce que l'État ne fait plus, puisque l'État finalement préfère regarder ailleurs sur ces questions-là parfois. Frédéric. Ça permet aussi, pour rebondir Valérie, de se rappeler que la défense, ça se fait pas tout seul. On imagine qu'on est en sécurité, que tout fonctionne tout seul, qu'il se passe rien, que ça ne demande ni des efforts humains, ni des efforts budgétaires. Alors c'est évidemment pas le cas. Tout le monde a compris qu'on n'était plus du tout en sécurité. Là, vraiment, sauf qu'on a oublié comment ça fonctionne. Comment ça arrive et comment c'est financé. Ça fonctionne pas par miracle. Et le fonds s'appelle Souftech Invest. Pardon, j'avais oublié de donner son nom. Ouais. Frédéric Fougera, vous, c'est un coup de gueule. C'est même un coup de sang, en fait, parce que le coup de cœur, j'étais pas trop d'humeur. C'est un coup de sang. En fait, je voulais revenir sur un tweet qui date du week-end dernier, qui est signé Sandrine Rousseau, suite à l'éviction de personnalités de LFI des investitures du nouveau Front Populaire. Alors, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est passé assez inaperçu. Alors, ce tweet, il s'adresse à Jean-Luc Mélenchon, et ce tweet, c'est « Jean-Luc, ta responsabilité est immense en ce moment historique. Ce n'est pas le temps des purges et des règlements de compte. » Et donc voilà. Ça veut dire qu'il y a un temps pour les purges et les règlements de compte, c'est ça? Eh bien voilà, si ce n'est pas le temps des purges, ça veut dire que ce temps va venir, et Sandrine Rousseau l'écrit, donc c'est noir sur blanc, ça ne la gêne pas du tout. En réalité, ce temps, il est déjà là, puisqu'ils ont déjà purgé un certain nombre de personnes en interne, environ toutes celles et ceux qui se permettaient d'avoir un mot ou un avis différent. Alors je verse aucune larme pour les Garrido, Simonet, Corbière et compagnie, parce qu'ils ont très bien vécu dans ce système où il y a un chef autoproclamé et seul le chef a raison et peut s'exprimer. Je voudrais rappeler que purger, c'est se débarrasser de ce qui gêne. Purger, c'est purifier. Donc, je trouve que ces mots s'accommodent assez mal avec démocratie et république. Donc, voilà ce à quoi il faut nous attendre, et on ne pourra pas dire que nous ne le savions pas. Il y a des gens qui vont faire de la purge dans ce pays. Mais ces mots s'accommodent assez bien avec l'ADN de cette formation politique, et vous constaterez quand même qu'ils s'indignent de ces procédés exclusivement quand ça les concerne eux-mêmes. Voilà, on voit bien que ça Éric Ciotti, il a été purgé par les 2 décisions illégales du bureau politique de DLR. Alors moi, cher Régis, je n'emploie pas ce mot. Voilà, déjà. Ça ne fait pas partie de mon champ de vocabulaire. C'est l'emploi. Frédéric, je suis d'accord, c'est l'emploi du mot purge qui a une histoire. Qui a une histoire et une connotation. 13e des 21 conditions de Lénine. Ensuite, l'utilisation qui en a été faite, on la connaît bien, par Staline. Et aujourd'hui, le moindre désaccord. Et effectivement, le fait de ne pas donner une investiture est qualifié de purge. Moi, j'ai pas d'avis concernant ce qui s'est produit à LFI. Je suis très éloigné de ce mouvement gazeux, mais je veux dire, faut pas à chaque fois utiliser des mots. Mais c'est eux qui utilisons les bons mots. Des accords politiques, c'est eux qui l'utilisent. C'est Sandrine Rousseau qui utilise des mots pour dire le fond de leur pensée, de leur méthode. Qui en a la compétence, et puis voilà. Mais c'est Sandrine Rousseau qui utilise à dessein, pour des raisons polémiques, ce terme de purge qui n'est pas adapté. De toute façon, comment s'étonner que ce type de mots circule dans cet environnement politique, puisque je rappelle quand même que quand on parle de la France insoumise, il a été théorisé que la bonne manière d'agir, c'était le bruit et la fureur. Alors le bruit, je veux bien, mais là encore, si on fait un peu d'étymologie, le mot fureur, je viens de regarder, voilà, c'est un délire, c'est une frénésie, en général celle d'un dément, et c'est une colère sans mesure. Donc quand on est dans une colère sans mesure, on peut faire tout et n'importe quoi, y compris des purges, parce qu'après tout, les mots se valent. Avant de marquer une pause, juste, je vois un tweet de quelqu'un qui cherche des billets pour les Jeux Olympiques. Donc, il y a encore de la place. 4 billets pour la cérémonie d'ouverture. 10 000 €, plus les taxes, plus les frais d'annulation. 11 718 €. Grande fête populaire, les Jeux Olympiques. C'est 11 000 € pour 4 personnes. Donc, il reste de la place. Certainement, il reste de la place à ce prix-là. Bon, je sais, je suis j'ai rien dit sur ces Jeux. Mais, je n'ai rien dit. Mais voilà. Allez, c'est scandaleux.
C'est franchement les jeux pour tous. On en rêve. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble évidemment jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec cette question autour des législatives. Que va-t-il sortir de cette assemblée? Bien malin qui peut le dire aujourd'hui. Néanmoins, on imagine que ce sera une assemblée difficile à gouverner. Depuis ce matin, circulait une information selon laquelle le président de la République pourrait activer avoir recours à l'article 16. C'est une information de nos confrères d'Europe 1. Cet article 16 prévoit les pleins pouvoirs pour le président de la République, c'est-à-dire qu'il prend toutes les décisions et ne tient plus compte de l'Assemblée. L'Élysée vient de démentir cette information. On en parlait hors antenne en disant qu'il fallait être un peu prudent sur ce type d'information parce que, il y a forcément des tentatives de déstabilisation, d'influençage et autres qui sont dit. Néanmoins, cet article 16, il est potentiellement utilisable par le président, Alexandra Spinner. Potentiellement utilisable par le président, et en plus, ce serait constitutionnel. Oui, donc, mais il est limité à 30 jours. 30 jours. Absolument. 30 jours. Quitte à faire peur à tout le monde, autant donner l'information complète. Oui, c'est ça. Déjà, moi, j'ai deux... Voilà un président qui a théorisé la rareté de la parole. Ouais. Là, on se retrouve avec un président bavard qui dit tout et son contraire dans la même journée. Ça, c'est le premier point. Alexandra, là, il ne fait que démentir une rumeur qu'on lui balance. Il parle tellement qu'on ne sait plus du tout où nous en sommes. C'est pas faux, mais c'est autre chose. C'était la théorie de la rareté de la parole. Il nous avait expliqué qu'il serait un président au-dessus. Il a fait tout le contraire. Bien. Mais moi, ce que je constate, c'est que là, on est en train de complètement foudroyer les JO, quoi. On était en train de préparer un événement planétaire. Paris allait être le centre du monde. Ouais. Moi, je sais bien. Sans les Parisiens. Valérie se moque de moi, mais je continue de dire que ça va être un événement populaire, Gilles m'a joyeux. envoyé un tweet pour me dire que j'étais de très mauvaise foi, que des gens à la rédaction ont acheté des billets à 50 et 30 euros pour ça le va être une grande fête qui met de mauvaise foi sur la scène. Qui met les Français en joie. Il y a quand même des places à 10 000 euros. Oui, mais enfin, des gens du monde entier viennent à Paris pour les Jeux Olympiques. Et ce président organise un chaos complet. Qui va mettre la sécurité en péril, qui met, tout en péril, tout ça. C'est pas de sa faute, c'est les Français qui ont voulu. Ah voyons, évidemment. Oui. Et donc quoi, donc oui, on va mettre en péril. Néanmoins, qu'est-ce qu'on fait? L'article 16, il faut en parler très très froidement. Il y a assez peu de risques qu'il soit amené à le faire, mais il n'empêche que on ne sait pas ce qui va sortir des urnes le 30 juin et le 7 juillet, et on ne sait pas en fonction du résultat et la projection qui en sera faite, si effectivement, imaginons que le RN ait 250 ou 300 sièges, et donc dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de mouvements sociaux, de front? Rappelons-nous que le 7 juillet l'année dernière, les centres-villes d'un certain nombre d'agglomérations françaises avaient pris très cher aussi, avec un certain nombre de manifestations très agressives. Donc on sait qu'il y a un front de colère, et ce jour-là, il y aura des raisons de colère, et donc est-ce que ça peut à un moment donné durer une nuit, 2 nuits, 3 nuits, ou ça peut durer davantage? Et est-ce que par rapport à la sécurité des Jeux et l'organisation effectivement de tout ce qui va suivre, il ne faudra pas faire appel après à un article qui permet de mettre un peu d'ordre? Je dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis simplement que techniquement, le schéma est plausible. Après, je n'y crois pas beaucoup. Mais je reste convaincu que ces rumeurs sont propagées par le camp macroniste, parce que ça vise à quoi? Ça vise à faire peur, ça vise à nous maintenir dans ce duel mortifère entre le Rassemblement National et Macron. J'allais dire au contraire. Au contraire. Si vous dites aux Français que le président va se retrouver dans une situation de... Oui, ça peut s'entendre. Mais non, pas du tout. Des pleins pouvoirs, ça veut dire qu'il encourage à aller voter aux extrêmes pour ne pas qu'il soit... Non, parce qu'il dit... Non. C'est en cas de trouble. En cas de trouble. Régis, et le message derrière, c'est que, évidemment, si vous votez... Si c'est le chaos, évidemment, il n'aura d'autre choix que de se poser en sauveur des Français. Moi, je dis que M. Macron est le meilleur agent électoral des extrêmes. Voilà, il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. Il nous a précipités dans le chaos. Maintenant, je crois qu'il faut juste arrêter, qu'on ne l'entende plus. Ouais. Alors, Régis.
Alors, vous le connaissiez cet article? Naturellement, cette rumeur est une mauvaise action. Ça nourrit les complotistes qui vont se précipiter dessus. Dire que Macron pourrait instaurer l'article 16 n'est absolument pas sérieux. C'est absolument pas sérieux. Mais c'est constitutionnel. Quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en cause. Et moi, j'ai privilège de l'âge, excusez-moi sur ce plateau, c'est que j'ai connu un article 16. Ah oui? Après le 22 avril 1961, quand De Gaulle l'a mis en place. Alors, il y a tout un tas de conséquences. Il y a tout un tas d'institutions qui continuent à fonctionner, et en particulier l'Assemblée nationale qui siège sans désemparer. D'accord? Bon, ça veut dire que si, ça veut dire que elle peut parfaitement, si il lui prend, ce que je ne crois pas, il lui prend des bouffées de mise en place d'une dictature, parce que c'est ça, c'est la dictature temporaire des Romains. Eh bien, alors aucune des conditions ne lui permettrait, les conditions juridiques, s'entend. À ce moment-là, il peut parfaitement être déposé par le Parlement. Il peut y avoir une majorité renforcée qui dit ça suffit. Non, mais attendez, je dis que et je suis d'accord sur le fait que c'est une manœuvre dans la campagne électorale pour dire attention, les extrêmes arrivent, etc. Il y a tout un tas de thèmes autour de ça pour essayer de sauver les meubles. Je crois pas qu'ils sont sauvables aujourd'hui, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais non, il n'y a pas de risque d'article 16. C'est pas sérieux. Mais s'il y a le chaos. Mais le chaos, ça veut dire quoi, le chaos? Même, on a eu l'année dernière, ou il y a 2 ans, maintenant je sais même plus, avec l'affaire Naël, on a eu des émeutes, etc. On a une police, pas à l'Assemblée. on a des préfets. Non mais le chaos à l'Assemblée. Le chaos à l'Assemblée, c'est-à-dire une Assemblée ingouvernable. L'Assemblée, elle fait ce qu'elle veut, c'est un pouvoir souverain. Et l'exécutif vient dire, écoutez, ça me convient pas, il y en a qui s'insultent dedans, donc je mets l'article 16. Non, attendez, j'ai fait un peu de droit et beaucoup de droit constitutionnel et je continue à en faire. Non, mais c'est intéressant qu'on ait un avocat sur le plateau. Oui, je sais bien, mais chaos à l'Assemblée nationale, outre d'abord, je vois pas très bien ce que ça veut dire, s'il y a une majorité, même si c'est une majorité relative, il va y avoir des débats, des discussions, on va élire un président de l'Assemblée nationale, il est possible que le RN et ses alliés aient une majorité de plus de 285, je sais pas, mais voilà, attendez, il n'y avait pas de majorité en 2022, le fonctionnement a été à certains moments chaotique, mais il y a des textes qui ont été adoptés, il y a eu des 49.3, il y a eu la loi, une série de lois, il y en avait d'ailleurs en préparation, oui, c'était le chaos à l'Assemblée, a dit le président de la République, ça n'est pas vrai. Il y avait une Assemblée qui n'était plus un outil à sa disposition. Voilà ce que c'était, et il avait effectivement un risque d'un désaveu considérable qui l'affaiblissait politiquement de façon drastique, parce que n'oublions pas que les 2 ans et demi de mandat qui lui restent, eh bien, il ne peut pas se présenter. Il ne peut pas se présenter. C'est pour ça que si jamais il y a une cohabitation, ça va pas être confortable. Alors peut-être Frédéric. Non, moi j'ai pas grand-chose à dire en réalité parce que chaque si on commente chaque rumeur jusqu'au 7 juillet, enfin au moins on aura de la matière. Oui. Les rumeurs elles vont s'enchaîner. Chaque camp va accuser l'autre d'en être responsable ou d'en bénéficier. Il y a un point c'est assez triste par rapport à la réalité du pays, à la situation des Français, que de consacrer notre temps à gérer ou commenter ces rumeurs. Mais c'est vrai que c'est monté très fort ce matin, et le démenti. Et on en aura une autre cet après-midi ou une autre demain. L'image de la France dans le monde, si en effet l'article 16 était déclenché, que c'était le système qui venait encadrer, si je puis dire, l'organisation des JO, ce serait absolument dramatiquement épouvantable pour notre pays. En revanche, je vais quand même reprendre ce que disait Régis de Castelnau. Pardon, mais c'est peut-être pas le chaos à l'Assemblée, mais ça a été très chaotique. Et quand même, ce qu'on a vu depuis maintenant un certain temps avec les Insoumis est quand même assez inédit en termes de comportement et d'attitude. Et c'est sûr que ça n'a pas facilité le fonctionnement de l'Assemblée, qui était déjà bien en panne dans son fonctionnement, on va dire parfait. On va marquer une pause et vous pourrez toujours réagir après une réaction d'une auditrice qui me dit: il a raison de ne pas activer l'article 16 car il y aurait des émeutes, il passerait pour un dictateur. Néanmoins, ce serait la seule solution pour garder le pouvoir d'une main ferme. À réfléchir. On y revient dans un instant.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Donc, nous parlions de cette Assemblée nationale qui vraisemblablement sera très difficile à diriger et à gouverner. Vous vouliez revenir oui, moi, dessus. je voulais juste revenir sur cette rumeur qu'on a appris par vos confrères d'Europe 1. C'est que cette idée absolument délirante de l'article 16 serait née d'une conversation du président de la République avec ses nouveaux conseillers occultes. Je vous rappelle que ce sont les mêmes qui ont eu la brillante idée de la dissolution. Donc vous savez, tout est possible. Alors je ne connais pas le degré de véracité de cette rumeur, mais rappelons quand même juste que les deux conditions qui justifient l'article 16, c'est la menace insurrectionnelle. Je parle sous votre contrôle, Régis, et l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ouais. Voilà. Donc ça vous donne une image et une idée du message qu'on veut nous faire passer, quoi. Ouais. Donc ayez peur ayez peur et votez en conséquence. Emmanuel Macron donc s'implique dans la campagne. Il tape sur tout le monde. On peut peut-être écouter un extrait de ce qu'il dit sur le Front populaire. Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. C'est 100 milliards par an. Ils proposent de nationaliser les autoroutes, de revenir sur la réforme des retraites. C'est dès cette année 15 milliards. Ils proposent de faire ils rasent gratis sur l'énergie. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon. Voilà. Bon. Pourtant, c'est pas faute de dire au président qu'il se taise, mais ce n'est visiblement pas son envie. La rareté de la parole. Parlons aux communicants. Frédéric Faugerat. Je suis d'accord avec vous, Valérie. Je pense que sa position devrait lui imposer, et aussi peut-être son passif, voir ses succès et ses échecs, de lui imposer de prendre du recul, de laisser son Premier ministre, des cadres de son mouvement politique, même si on ne sait même pas qui dirige son mouvement politique. En réalité, prendre la parole, prendre les coups, prendre l'initiative, et lui plutôt rester dans un rôle d'observation et d'arbitre qui correspond quand même aussi à sa fonction. Et là, malheureusement, il va tête baissée, tel un candidat, comme s'il était lui-même candidat à une législative. Ça devrait presque lui imposer d'en tirer des conséquences une fois les résultats prononcés, parce qu'il se sera impliqué directement, que pour moi, il ne devrait vraiment pas faire. Et par ailleurs, son discours est, je le trouve malheureusement pour lui, complètement inaudible. Les arguments qui sortent, mais je pense, ne touchent pas du tout les électeurs. Donc en fait, ça fait du bruit, mais il perd son temps et il est même pas efficace pour son camp, quoi. Non, mais sur le plan de la position d'Emmanuel Macron, soit il dit rien, ce qui devrait être le cas parce qu'il est le chef de l'État, le président de la République, le président de tous les Français. Il a créé les conditions d'une élection. Après tout, on peut respecter sa décision. Il dit voilà, il y a un vote plus important que prévu et donc j'ai décidé d'eux. Après, l'opportunité de le faire, le moment pour le faire, tout ça, ça fait partie des débats qu'on a depuis quelques jours. Mais après tout, ça fait partie de ses prérogatives. Mais après, il se remet dans sa position de président. Là, il se mêle de la campagne comme il l'a fait tout au long des européennes. On voit le résultat. Le problème, c'est que il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible parce que quand il parle d'économie, tout le monde va lui dire d'accord, mais depuis que tu es là, ça fait plus 1000 milliards et encore davantage, et la note de la France s'est dégradée. Enfin, donc il est très attaquable, même si le quoi qu'il en coûte, etc. Et puis sur les sujets régaliens, sur les sujets de la laïcité, on a vu aussi qu'il a eu beaucoup de retard à l'allumage. Donc en fait, il a du mal à être crédible, et c'est vrai que plus il parle, plus il exaspère, je pense, les Français, qui par ailleurs, pour beaucoup d'entre eux quand même, sont arrivés à un niveau de ressentiment à son égard qui frise la haine, pour pas dire davantage. Et il est sans doute le président qui est le plus détesté de la 5e, en tout cas pour une partie de la population. Donc c'est vrai qu'il devrait écouter ce que beaucoup lui disent, reste en retrait, ce que même disent parfois des électeurs à qui on donne la parole comme ça dans la rue, qui disent bon, le petit Attal il est bien, mais le président il devrait rester en retrait. Ouais. Non, mais c'est assez drôle. Sa gueule, c'est ce qui a été dit. C'est clairement. Il est plus détesté que Hollande. Ah oui, je crois. Non, Hollande était méprisé, ce qui est assez différent. C'est pas la même forme de détestation, tout comme les présidents, c'est ce qu'on disait hier, ont tous été détestés. Mais il y avait un socle pour Hollande ou pour Sarkozy qui était détesté par certains, mais qui avait quand même une assise là. Être détesté quand on fait de la politique, c'est toujours un risque à prendre. Mais je trouve assez drôle que. Attendez, j'ai interrompu, Régis. Pardon. Oui, allez-y. Pour Hollande.
je faisais une provocation pour Hollande parce qu'il est candidat, ce qui est hallucinant. Oui. Quoi. Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie. Non, Emmanuel Macron a ce défaut. Alors, je ne veux pas le caractériser ni le qualifier, mais au départ, les élections européennes n'étaient pas un référendum anti-Macron. Et d'ailleurs, dans les partis, en particulier au Rassemblement national, on le savait au départ, s'entend. Au départ, ça pouvait le devenir. Il a tout fait pour que ce soit le cas, y compris dans la dernière ligne droite. Enfin, écoutez, avec les interventions, avec Attal venant humilier Valérie Hayer, avec le débat Attal-Bardella, il en a fait, effectivement, il s'est totalement impliqué et c'était devenu un référendum anti-Macron avec le résultat qu'on connaît. Et là, il recommence. Il veut faire des législatives, à nouveau un référendum anti-Macron. Je trouve que c'est politiquement suicidaire, parce que ce que vous dites, vous avez entièrement raison, il devrait se préparer. Il a les sondages, il sait que ça va être difficile pour lui, qu'il est tout à fait possible qu'il se retrouve pendant au moins un temps à inaugurer les chrysanthèmes. Il devrait se préparer à ça. Chirac s'y était préparé, enfin ça a été un peu une surprise quand même, mais François Mitterrand aussi 2 fois, et ils ont manœuvré, donc il devrait faire attention à ce qu'est sa fonction, mais il peut pas s'en empêcher. Et là je crois qu'on paye l'absence totale de culture politique qu'avait Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir. Il n'avait eu jamais aucun mandat, il n'avait eu dirigé aucune organisation, et donc il a été parachuté dans un concours de circonstances particuliers, et il montre aujourd'hui ses limites politiques. Oui, moi je voulais juste rappeler, bon, je sais bien qu'on est à l'ère du zapping, mais quand le président de la République parle de laïcité, je voudrais juste rappeler que c'est lui qui nous a mis quand même Pap Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale. Donc sur ces sujets-là, je pense qu'il serait très inspiré de se taire. Et puis cette grande conférence sur la laïcité qui devait avoir lieu n'a jamais eu lieu. Qui n'a jamais eu lieu. Donc voilà. On a l'impression que non, je vois Alexandre. Mais sur les sujets de fond, qui sont effectivement ceux qu'il aurait fallu traiter très vite, et notamment quand il est arrivé, on parlait du régalien. Enfin là, on est vraiment dans le cœur du régalien. Et puis la clarification sur finalement c'est quoi sa ligne sur les questions qui touchent à nos valeurs et à la laïcité. Là aussi, c'était espéré, attendu et nécessaire. Et à chaque fois qu'on repousse ces sujets-là et qu'on n'est pas clair sur ces fondamentaux, on perd les gens, quoi. Oui. Moi, juste un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec Régis. Là, je pense et je ne pense pas que ce soit inconscient. Je pense je lui prête une mauvaise intention. Désolé, Régis. Mais c'est pire. C'est pire. Mais l'élection européenne n'a jamais été consacrée à l'Europe. À part la majorité présidentielle et Glucksmann. Donc, c'est les deux camps ont un peu tenté de parler d'Europe. Les autres ont dès le départ. François-Xavier Bellamy a beaucoup parlé d'Europe. Je suis désolé. Je l'ai oublié. Parce que lui, il avait non seulement un bilan et un vrai projet. Je suis d'accord avec Sandra. Personne ne voulait l'écouter. J'avais oublié qu'il existait. Mais parfaitement. Mais sinon, les deux blocs, en tout cas ceux qui font le plus de bruit et qui sont très à gauche et très à droite, n'ont cessé de ramener cette élection sur des sujets du quotidien franco-français. Donc l'Europe, ils n'en ont rien à foutre. Donc on peut pas dire que ce soit le président de la République qui est en effet un challenge franco-français. Là, c'est pas honnête de dire ça, je trouve. Non, mais il y a eu il y a largement contribué, je pense. Il a pu contribuer, il a pu en jouer, mais c'est pas l'intention de départ, en tout cas. Il y a surtout un point, je serai très court, mais qu'il n'y a pas eu de campagne en 2022. Ça a été une campagne tronquée, volée, parce que celui qui était le principal acteur de cette campagne, le président sortant, s'est jeté dans la mêlée au tout dernier moment, n'a voulu débattre avec personne, si ce n'est dans le duel de l'entre-deux tours avec Marine Le Pen, et ça a forcément frustré l'ensemble des Français qui n'ont pas pu avoir un vrai échange avec l'ensemble des parties prenantes concernées. Et là, ce coup-ci, on l'a eu. Complètement d'accord. Il y a eu une énorme frustration à ce moment-là. Ça, c'est une erreur. Assurément une erreur. Une de plus. Le facile à dire après, mais en tout cas, c'est assurément une erreur. Oui, absolument. Et qui débouche sur la fameuse chambre de 2022, la fameuse Assemblée nationale, pardon. La chambre, c'était la 4e. Ouais. Oui, parce qu'il y a une discordance. Il est réélu confortablement. 58% des voix, c'est un score important. Et donc, il perd les législatives parce qu'il les a perdues. Et donc là, c'est cette discordance qui joue là à ce moment-là et qui fait que on est confronté à la crise d'aujourd'hui. Il s'est jamais remis de cette défaite à la législative. Et là, je suis parfaitement d'accord avec Régis. Absolument. On va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
avec vous pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est ce qui s'est passé à Courbevoie hier, où une fillette de 12 ans a été agressée sexuellement, a été violée par 3 mineurs. Ça a été confirmé par le parquet. 2 adolescents ont été mis en examen pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences antisémites sur une jeune fille de 12 ans. Et c'est vrai qu'on attend toujours les confirmations de la justice, etc. Oui, très bien, les politiques ont mis du temps à réagir. Ouais. Juste raconter l'histoire de cette jeune fille qui a été entraînée dans un local par ces mineurs et qui ont commencé à la questionner sur sa religion. Elle a finalement dit qu'elle était juive et ils s'en sont pris à elle. Donc, il faut quand même rappeler à vos auditeurs que quand le parquet reconnaît un caractère antisémite à un crime, c'est qu'il y a vraiment des éléments qui le caractérisent. Je pense que ça, c'est important de le dire, parce qu'ils sont très, très, très frileux sur ce sujet. Voilà. Ouais. Et puis oui, c'est une monstruosité, mais qui dit beaucoup de choses de cette époque quand je parle d'époque, de cette époque dans le temps et de cette campagne et de l'importation du conflit israélo-palestinien. Mais on voit bien aussi que l'antisémitisme criminel et l'antisémitisme d'atmosphère sont profondément liés. Et moi, je rappelle le silence coupable des féministes sur les viols du Hamas à l'occasion des pogroms du 7 octobre, et on voit bien là qu'il y a une espèce de schéma monstrueux qui se reproduit de ces gamins de ces monstres qui violent cette jeune fille en raison de leur religion. Moi, je sais pas, il y a quelque chose là qui me terrifie. Et puis quand même une question: qui élève ces monstres? Qui élève ces enfants? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Et quelle est leur religion? Ça, c'est vous qui le dites. On ne sait pas, on ne connaît pas. C'est une question qu'on a le droit. On ne connaît pas. On ne connaît pas l'idée légitime. Il faudra la poser, la question, parce que tourner autour du pot en permanence, c'est pas satisfaisant. À un moment donné, on est face à un problème. Alors il faut le nommer, il faut faire attention, il faut évidemment éviter de faire l'amalgame. Mais quoi qu'il arrive, là, on paye les conséquences de ce que beaucoup ont voulu, c'est-à-dire une nationalisation du conflit, et évidemment avec tous les débordements et tous les risques que ça emporte. C'est-à-dire que, vous l'avez très bien dit, Valérie, c'est-à-dire que voilà. Ça libère un peu tout et tout le monde, et évidemment ça stigmatise, ça fait l'amalgame sans aucune retenue, et puis comme à cet âge-là, 12-13 ans, on réfléchit un peu moins que peut-être quand on en a 25 ou 30, et encore c'est pas sûr, quand on voit certains députés insoumis, il faut se poser les bonnes questions. Je crois qu'on ne réfléchit plus du tout, et on en arrive à ce type d'extrémité, d'autant plus que dans le même temps, on voit bien qu'il y a une espèce de banalisation de la violence. Alors ça, c'est quelque chose qu'on constate, et au-delà des actes antisémites, et en même temps une banalisation du rapport à la sexualité. Dire quand on voit effectivement l'influence de la pornographie et sur le comportement des jeunes, je pense que tout ça contribue à libérer des comportements qu'on n'avait quand même pas vus, parce que 12-13 ans, pour commettre un acte de viol, il se passe quand même quelque chose d'assez dégradé dans la tête de ces gens. De viol avec qui est abominable, et avec cette raison qui est: tu es juif, donc je te viole. Mais vous n'y voyez pas quand même quelque chose là ça vous dit rien? Tous ces viols commis le 7 octobre qu'on a voulu taire, que nos grandes consciences féministes ont voulu taire, vous voyez pas le viol imposé comme une punition aux femmes juives? C'est monstrueux en fait ce qui se passe là. Mais qui sont les parents qui élèvent ces monstres? Qui sont-ils? Mais je vais vous raconter je vous donne la parole, Régis, l'histoire d'une de mes amies en réunion de copropriété, qui est catholique, bon peu importe, mais et il se trouve qu'elle porte le même nom qu'une marque de vêtements, je ne dirais pas son nom, et une des copropriétaires lui dit: ah ouais, mais vous êtes dans le textile, vous êtes encore une sale juive. Il y avait des témoins, elle a porté plainte, elle a été condamnée en comparution immédiate, cette dame, à 2 000 € d'amende, mais est-ce que vous imaginez ça il y a seulement quelques mois? C'est une parole qui s'est libérée. C'est l'antisémitisme d'atmosphère. Voilà. Régis. Alors, je voudrais d'abord répondre à cette question de la qualification. Moi, dès lors qu'on est dans le judiciaire, j'ai des vieux réflexes qui me reviennent. Je suis prudent, mais les qualifications qui ont été retenues par le parquet et par le juge d'instruction, les décisions d'incarcération. Et je vais revenir sur la personnalité de ceux qui ont été incarcérés, témoignent que une partie de la présentation qui nous est faite est déjà à peu près avérée. On verra après, on verra, parce que bon, il y a des auditions, alors on entend dire qu'ils ont reconnu, mais je pense qu'il faut quand même rester prudent, mais
je considère que la dimension antisémite est probablement avérée. Alors, simplement, ce que je voudrais... C'est retenu, oui. C'est retenu. Oui, elle est retenue. Vous êtes bien placé, Régis, pour savoir que pour que le parquet retienne cette qualification, il faut vraiment... Avec ça. Bon, je suis pas trop d'accord avec ça. Ça a évolué, ça a changé. Je suis pas trop d'accord. Mais je dis là, pour une fois, je fais confiance aux magistrats, pour une fois, et aux forces de police qui ont fait les auditions, qui ont été impérativement filmées. On verra tout ça. Mais ce que ça raconte sur l'état de notre pays, on va prolonger sur le chaos après le débat sur l'article 16, c'est quand même terrible. C'est terrible parce qu'il y a la question de l'antisémitisme. L'antisémitisme qui est un antisémitisme, je pèse mes mots et je vais encore me faire insulter, à base immigrée et à base religieuse aussi. Ça, c'est pour ça que la question de savoir qui sont les auteurs, elle est importante. Mais bien évidemment, ce sont des mineurs, on peut pas. Mais ce sont plus que des mineurs. Ce sont des enfants. Cette petite avait son petit ami, elle a 12 ans, elle avait son petit ami qui avait 12 ans. Les auteurs du viol ont 13 et 14, 12, 13 et 14. En revanche, on ne sait pas si c'était son petit ami, donc il faut être prudent sur ces allégations. Elle en connaissait un qui l'a entraîné. Voilà, elle en connaissait un, mais ça n'était peut-être pas son petit ami. Naturellement, mais là on revient à la... effectivement au caractère encore flou, mais sur les fondamentaux de cette affaire. Mais c'est incroyable, c'est terrible. C'est-à-dire qu'effectivement, quelle place ce sont des enfants, bon sang de bonsoir. 12 ans, 13 ans et 14 ans. Non, justement, donc, moi je ne suis pas d'accord avec Régis. Viol, avec des crimes. Ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des enfants. Attendez. Ce sont des enfants, c'est pas une excuse que ce sont des monstres. Au contraire. Oui. Au contraire, il faut mettre fin au principe d'irresponsabilité pénale des enfants, comme vous dites. Ne déshumanisons pas les gens, ça, je sais très bien que c'est tellement facile. Non. On peut le dire dans une conversation comme ça. C'est ni facile à dire, ni facile à accepter. Je ne connais pas l'expression monstre dans le code pénal. Or, on est un état de droit, il faut s'en tenir à ça. Donc, ce sont effectivement des mineurs, par conséquent des enfants, ils ont en dessous de 15 ans tous les trois, et ça, je trouve que ce que ça raconte du rapport à la sexualité, du rapport à la religion, du rapport à un certain nombre de choses, à la violence aussi, je trouve ça terrifiant. Ouais. Voilà, c'est ce que raconte cette affaire est absolument épouvantable. Alors naturellement, ça tombe à un moment où l'utilisation et l'instrumentalisation va se donner libre cours, mais on peut pas y échapper. Je veux pas dire que c'est anormal, c'est très passionnel et donc ça va être utilisé, mais on n'est pas dans ça va pas être utilisé, c'est la réalité des faits. La réalité, c'est aussi. Mais si, ça va l'être. Ne soyons pas hypocrites. Alors, moi, ça ne me gêne pas que ça le soit. Ça ne me gêne pas. C'est comme ça, hein. Et donc, bien sûr que ça va être. Il y a une petite fille de confession juive qui a été violée parce qu'elle était juive. Voilà les faits pour l'instant. Oui. Pardon. Pour l'instant. Il n'y a pas. Non. Comment ça, non, et donc, ce sont des monstres, des non-humains et tout. Non. On peut dire que c'est un crime. On peut dire que c'est un crime monstrueux. On peut dire que c'est un crime monstrueux. Je me rappelle. Mais il est d'autant plus monstrueux que ce sont des enfants. Je le répète. Oui, bien sûr. Non, alors 13 ans, ce ne sont pas des enfants. 12-13 ans. Je voudrais faire un petit pas de côté si vous m'y autorisez, mais c'est pas pour fuir le sujet, bien au contraire. Effectivement, l'antisémitisme, ce sont des circonstances aggravantes. Mais rendez-vous compte que finalement, on est plus sur ce sujet que sur la simple horreur du fait qu'une enfant de 12 ans puisse se faire violer et par des enfants de 12 ans. Enfin, même si on peut se poser la question, est-ce que ce sont encore des enfants quand ils sont capables de faire ça? Mais on est quand même dans une société où finalement on s'émeut même plus tellement de ce point de vue-là. On est juste sur la caractérisation qui est une circonstance aggravante. Je ne veux pas qu'on me fasse dire le contraire. Et c'est quand même atroce, mais on est quand même dans une forme de banalisation de ces faits divers qu'on a de façon quotidienne, qui nous reviennent et qu'on commente. Et je termine, Alexandra, si tu le permets. Oui, bien sûr. J'aimerais quand même, je serais intéressé d'entendre Jean-Luc Mélenchon qui ne cesse quand même de dire, sans être particulièrement repris, que il n'y aurait pas d'augmentation d'actes antisémites, que c'est anecdotique, que c'est à la marge, que c'est un fantasme ici ou là. Ça me paraît pas être ni du fantasme ni anecdotique. Ça me paraît très grave. Moi, je suis désolée, je ne peux pas accepter ce pas de côté. Parce que précisément, les faits sont ténus, les faits sont monstrueux. Vous avez une petite fille
qui s'est fait violer dans un viol collectif absolument monstrueux en raison de sa religion. Voilà. Et je vous rappelle qu'au moment... Vous ne le savez pas, Alexandra, vous ne le savez pas. C'est en tout cas ce qu'on Alexandra, nous dit. ce serait pas davantage acceptable. Non, c'est pas ce qu'on J'ai dit. dit circonstance aggravante, mais ça serait pas davantage Si je peux me acceptable permettre, s'il n'y avait pas j'aimerais de conditions terminer. Alors, religieuses. laissez terminer. Et je vous rappelle qu'au moment de l'affaire du gang des barbares, quand un jeune juif s'est fait torturer et tuer parce que juif, tout le monde a voulu faire un pas de côté en expliquant que c'était un crime barbare, mais que non, les raisons antisémites et l'antisémitisme de banlieue n'existaient pas. Donc oui, Non, on c'est peut pas un réagir crime. comme si j'avais pas dit circonstance aggravante d'abord. Non, mais bien sûr parce que que là, non. ça me fait dire ce que je n'ai mais pas bien dit. sûr que non. Vous avez bien compris que ça ne vous est pas destiné. Ok. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, c'est monstrueux. Une petite fille violée, c'est absolument monstrueux. Violée par des enfants entre guillemets de son âge, c'est monstrueux. Mais on ne peut pas faire un pas de côté sur la raison qui a poussé ces jeunes à violer cette jeune fille. On ne peut pas faire un pas de côté là-dessus, parce qu'on est au cœur de la monstruosité de ce que la communauté juive vit au quotidien. Vous ne le savez pas. C'est-à-dire Raison ou justification, vous ne le savez pas. Cette affaire nous le dira, l'instruction nous le dira. Très bien. Hein, Alors, faut pas l'instrumentaliser. Plus que ça n'est déjà grave, avec la dimension antisémite. Ça, c'est incontestable. Et j'ai bien entendu ce que vous avez dit circonstances sur circonstances aggravantes, absolument. Mais sauf que c'est le déclencheur, c'est-à-dire qu'elle a été violée parce que juive. C'est pas. Non, attendez, il va falloir l'établir. Ça, vous savez, la frontière et la limite, elle est ténue. C'est tout, elle est ténue. Bon. Et on est d'accord. L'élaboration de la vérité judiciaire, c'est un travail particulier. Oui. Ça nécessite de la sérénité, ça nécessite du débat contradictoire, et ça nécessite de la prudence. Mais Régis, si c'est confirmé, est-ce que ça va vous surprendre? Parce que ça risque quand même d'être. Voilà. Je passe mon temps à le dire. Voilà. Non mais voilà. Il y a un antisémitisme pardon, mais c'est ça qui est confondant. Si vous voulez, ou turc, ou oui, incontestablement. Et pardon, moi je voudrais insister sur la responsabilité morale de tous ceux qui ont importé ce fichu conflit et qui ont tout mélangé et tout amalgamé, parce que ça va laisser des traces extrêmement profondes dans notre société. On va avoir du mal à passer à autre chose. Et après, moi j'ai une pensée pour cette petite fille, parce que je pense malheureusement que tout ça est assez avéré. Je ne sais pas comment on se reconstruit après ça. Oui, mais alors moi je vais faire, comme on dit, un pas de côté aussi, revenir sur les propos d'Emmanuel Macron, qui dit oui, quand on vous parle à longueur de journée de faits divers, etc. Sauf que c'est le quotidien de beaucoup de gens. Je ne connais personne dans mon entourage, et je ne vis pas en cité, mais je connais quelqu'un qui a été qui s'est fait voler, quelqu'un qui a eu un hijacking, enfin il y a quand même cette espèce sans faire le jeu du Rassemblement national ou ni faire l'amalgame, il y a quand même une forme d'insécurité qui est là. Vous avez quand même là, on apprend, il y a aussi la réalité des Français. À Aubervilliers, un homme abattu par la police municipale après l'agression au tournevis d'un agent de voirie. Donc alors il y a toujours eu des faits divers, il y a toujours eu des agressions. Néanmoins, ce type d'agression, comme on entend, comme ce qui s'est passé hier, est quand même plutôt je vous rappelle, inquiétant et nouveau. Je vous rappelle tous les actes monstrueux antisémites dont on nous a dit qu'ils avaient été perpétrés par des fous. Vous vous souvenez, il y avait les actes délirants. On a eu cette séquence-là. Donc maintenant, je pense qu'il est temps, comme vous l'avez dit, d'affronter cette réalité monstrueuse de l'antisémitisme que nous connaissons en France et d'en sortir, de trouver une solution, parce que la responsabilité de ceux qui ont expliqué que les massacres du 7 octobre étaient des actes de résistance, elle est immense. Elle est immense. Ils ont une vraie responsabilité. Alors vous voyez, j'ai une auditrice qui me dit... La sécurité dirigée contre les Blancs, Crépol, contre les Koufars, elle est réelle contre les Juifs, évidemment. Importation du conflit, c'est tout à fait incontestable. Importation du conflit par les deux communautés concernées, moi, ça c'est... non, vous ne pouvez pas dire ça. Si, quand on entend... Mais si, quand on entend certains intervenants, etc. Je ne sais pas si vous avez vu... Est-ce que vous avez vu l'affiche de campagne
du candidat pour les Français de l'étranger dans la zone qui comprend Israël. C'est hallucinant. Je l'ai mis sur Twitter. Donc non, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, cette insécurité, ça n'est pas qu'un sentiment d'insécurité, comme nous le dit ce cher Dupond-Moretti, c'est une réalité que les gens vivent. L'espace public a été abandonné, s'y déploient des passions et des passions criminelles dont l'antisémitisme fait partie, ça c'est tout à fait exact. Mais et donc on peut difficilement, et je crois que c'était ce que disait Valérie, on peut pas se contenter de pointer sur la question d'antisémitisme pour faire supporter la responsabilité aux autres. D'ailleurs, concernant cette responsabilité de la montée de l'insécurité, il faut lire le programme du Front populaire concernant l'immigration. C'est hallucinant. C'est ouvrez les vannes. Hein. Non mais c'est n'importe quoi. Ouais. Alors j'en viens même à me dire qu'ils savent qu'ils vont perdre. Hein. Mais la banalisation, elle est pas nouvelle, parce que rappelons-nous l'affaire de Madame Halimi, Sarah Halimi, qui avait été défenestrée, juive, défenestrée chez elle. Absolument. Après, on a la folie, l'acte délirant. Mais c'est fini pour aujourd'hui. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Merci à vous.